Voilà, deuxième niveau de lecture, c'est maintenant la passion comme maladie. Donc, la maladie, on l'a vu dans une lecture thématique. Maintenant, je vais étudier la maladie comme passion et comme passion représentée de manière théâtrale. Donc, je vais adopter, comme je l'ai annoncé, une lecture dramatique. On va étudier la passion comme étant cette maladie qui se met en scène. Et là encore, j'ai bien sûr mes trois arguments. D'abord, la passion comme spectacle. La passion dans cette œuvre se manifeste à nous, même s'il s'agit d'un récit de fiction en prose, la passion se manifeste comme un véritable spectacle. Je cite Thomas Mann qui a dit « La passion comme désordre et dégradation est le vrai sujet de ma fiction ». C'est lui qui le dit. Et puis, à la page 101 du récit, donc à la fin, je retrouve cette phrase. La passion ne s'accommode pas de l'ordre normal, elle doit accueillir tout bouleversement ou fléau affligeant le monde. Il y a comme une association, une équivalence entre la passion et le fléau qui s'abat sur la ville de Venise, en l'occurrence le choléra. On va donc partir de cette égalité fléau, choléra, passion égale fléau. Donc la passion est une maladie comme le choléra est une maladie. Et c'est pourquoi je suis toujours dans ma problématique et dans mon séminaire. Cette passion se déclenche lors de la première rencontre entre Aschenbach et Tadzio. Nous sommes dans le texte 2, fascinant comme texte. Il faut voir que ce texte est devenu chez Visconti vraiment une scène de 20 minutes presque. Et dans ce texte 2, lorsque Tadzio apparaît, vraiment il apparaît comme un personnage de théâtre. Nous sommes au théâtre. Nous sommes au théâtre parce que Aschenbach est assis et qu'il regarde venir Tadzio. Donc Aschenbach est un spectateur, tout le récit est mené, attention, par un narrateur hétérodiégétique, c'est-à-dire il est à l'extérieur de l'histoire, mais il adopte une focalisation interne sur Aschenbach. Ça veut dire que le narrateur voit ce que Aschenbach voit. Le narrateur adopte et épouse le point de vue et le seul point de vue pendant tout le récit d'Aschenbach. Peut-être qu'Aschenbach se trompe, peut-être qu'Aschenbach n'a rien vu, peut-être qu'Aschenbach exagère, peut-être qu'Aschenbach a des illusions. Tant pis. Nous ne savons que ce que nous voyons à travers les yeux d'Aschenbach. Donc Aschenbach devient un porte-regard. Et relisez le texte, je ne vais pas le faire pour vous, mais vous allez relever tous les verbes oculaires, tous les verbes de la vision. Ne serait-ce que, dès le départ, Aschenbach remarqua. Puis plus tard, Aschenbach assista. Aschenbach fut frappé. Donc Aschenbach est non seulement un porte-regard, mais aussi un porte-pensée. Puisque, en même temps qu'il est en train de voir le personnage de Tadzio, il est en train de se dire des choses à lui-même dans des discours in petto. Nous avons le verbe pensa-t-il, se récita, approuva, poursuivant sa pensée. Aschenbach est encore au stade de l'intellect. Il voit et il réfléchit en même temps. L'intellect est comme un truchement nécessaire pour saisir la beauté de Tadzio qui fait son apparition comme dans un théâtre. Pourquoi comme dans un théâtre? Parce que lorsque il est attendu, Tadzio, il attend, si bien que Aschenbach dit le garçon manquait, il l'avait vu presque une fois, il l'avait entreaperçu, et là il l'attend. Eh bien celui-ci, Tadzio, au début donc du paragraphe qui est là, celui-ci entra par la porte vitrée et traversant en biais la salle silencieuse, s'approcha de la table de ses sœurs. Donc il entre par une porte vitrée. Le seuil de la porte vitrée fait de lui déjà un homme mirage, si vous voulez, un homme mirage, c'est une illusion. Mais ce seuil aussi lui donne une entrée théâtrale, comme s'il s'agissait d'une vedette. D'une vedette qui fait son entrée dans un rituel de silence. La salle est silencieuse. Pourquoi? Pour accueillir, pour applaudir cette vedette. Si bien que, par la suite, toute la description, tout le portrait de Tadzio est un portrait qui lui donne des poses, des gestes théâtraux. Il dit, il posait la tête comme une fleur épanouie, reposée avec un charme incomparable. Nous avons aussi cette phrase, sa manière à lui de poser le pied chaussé de blanc.
Donc, Tadzio a des gestes théâtraux, ou si ce n'est pas lui qui a les gestes, rappelez-vous, c'est Aschenbach qui voit en lui cette solennité, cette majesté dans les gestes, si bien que tout passe par son regard, tout passe aussi par une mythification, une dramatisation plutôt. C'est quoi la dramatisation? C'est le fait de théâtraliser, hein, de mettre en action ce personnage de Tadzio. Enfin, pour que vous en soyez plus persuadés, le texte 3 que je vous ai donné se termine par le mot spectacle. Voilà. Donc, ces troisième lignes avant la fin, c'était un spectacle à inspirer des visions fabuleuses, quelque chose comme une poétique légende des âges primitifs, rapportant les origines de la beauté et la naissance des dieux. Incroyable, hein? Nous sommes dans le monde du spectacle. Et de bout en bout, Aschenbach va passer son temps à se poster comme ça et à regarder le personnage de Tadzio. Il le regarde entrer dans la salle du réfectoire de l'hôtel, il le regarde jouer avec son copain Yachou, il le regarde lui désigner le soleil à la fin, il le regarde entrer dans l'eau. Vraiment, nous avons une théâtralisation permanente du personnage de Tadzio et c'est très bien mis en scène dans le film de Visconti. Hein. Tout est mouvement de la caméra pour saisir ce personnage comme étant une vedette théâtrale. Le deuxième argument, c'est la passion de Aschenbach, qui est une passion d'abord intellectualisée. Chaque fois qu'il le voit, il le compare à des référents mythologiques, intellectuels, et il le cite comme s'il s'agissait donc d'un personnage issu d'un livre, ou une sculpture, ou un tableau de peinture, et donc sa passion est encore impossible, puisqu'il s'agit d'une passion coincée par ce que Nietzsche appelle, encore une fois dans La naissance de la tragédie, une passion coincée dans l'apollinien. Et l'apollinien, c'est la ville de Munich au début. N'oubliez pas qu'au départ, Aschenbach, il est dans la ville de Munich. Et qu'est-ce que la ville de Munich avec le cimetière du Nord? C'est appelé le cimetière du Nord. Eh bien, la ville de Munich est traditionnellement associée au devoir, au commerce, à la rigueur du devoir. Et on va passer de la ville de Munich à la ville de Venise. Donc on va passer du nord vers le sud. On va passer de l'apollinien, où tout est mesure, ordre, au sud, à Venise, c'est-à-dire au dionysiaque. Le sud étant associé pour les Allemands hanséatiques du nord, étant associé à l'évasion, à l'exotisme, à l'abandon de soi. Donc le choix de Venise comme pays dionysiaque, comme patrie de l'ombre, est en rapport avec Thomas Mann lui-même. Il faut savoir que Thomas Mann, comme Aschenbach, a pour maman une mère brésilienne, mais Thomas Mann a toujours eu honte des origines brésiliennes de sa mère. Donc il est resté dans l'apollinien en rejetant le dionysiaque qui est en lui. Or, cette tendance apollinienne, qui, je vous le rappelle, est présente surtout au début du récit, lorsque Tadzio apparaît. Hein, toutes les allusions érotiques sont comme refoulées pour que Aschenbach nous parle de rapprochement intellectuel. D'ailleurs, il va utiliser pour lui l'adjectif droit à 3 reprises. Il va dire « il avait des jambes très droites, un col blanc tout droit, et il se trouvait à un angle droit. Hein, » c'est tout ce qui est droit, c'est bien sûr l'apollinien. Comme si l'éros était encore impossible, puisque, ou en tout cas, il fallait faire de l'éros une entité droite et non chaotique. Mais, j'ai fait une parenthèse pour vous rappeler que le monde apollinien surprésent au début du récit va se perdre petit à petit, va se dissiper petit à petit, et Aschenbach va quitter le monde apollinien pour entrer dans le dionysiaque. Il va sombrer à son insu, sans le vouloir, sans le savoir, il va sombrer dans ce qu'il s'était efforcé de bannir toute sa vie durant. Il va sombrer dans l'ivresse, il va sombrer dans le dionysiaque. Il devient d'ailleurs, petit à petit, surtout à la fin, c'est affolant, il devient un possédé, il devient un adorateur du dieu étranger. Le dionysiaque va surgir avec quoi? Avec quoi le dionysiaque va s'imposer? Avec puissance, il va s'imposer avec le choléra. Le choléra, c'est la maladie. Le choléra, c'est le désordre. Le choléra, c'est le dionysiaque. Et lorsque le choléra arrive,
Nous allons donc assister à un Aschenbach qui va perdre petit à petit tous ses moyens. Et le texte 3, je crois que c'est le texte 3, oui. Le texte 3 montre un Aschenbach qui regarde devant lui un duel entre Tadzio et Yashu. Et ce duel entre Tadzio et Yashu est en train de l'inquiéter, de le paniquer, parce qu'il a peur qu'il n'arrive quelque chose à Tadzio, et il déteste le Yashu qui, lui, a des cheveux noirs pommadés, alors que Tadzio, bien entendu, il a une chevelure blonde. C'est comme s'il s'agissait devant lui d'une projection théâtrale. Il est là et il projette devant lui, il jette devant lui ces deux doubles, ces deux alter ego. Tadzio, c'est son alter ego apollinien et Yashu, c'est son alter ego dionysiaque. Et il les jette devant lui. Et il y a comme un duel devant lui auquel il assiste lui-même entre sa tendance apollinienne, qui est la tendance de l'ordre, et la tendance dionysiaque que seul le monde du théâtre rend possible, selon Touchard dans son livre écrit Apologie de Dionysos. C'est un livre consacré au théâtre. Et donc on se demande quel est le vrai défi d'Aschenbach. Le vrai défi est-il donc de vaincre sa part dionysiaque, sensuelle, de l'occulter, donc d'occulter la maladie qui est en lui, la passion qui est en lui, ou d'intégrer cette maladie, d'intégrer cette ivresse pour pouvoir vivre ce qu'il est entièrement et non pas par moitié. Donc, nous avons vu, si vous voulez, pourquoi cette dimension théâtrale, parce que dans la naissance de la tragédie, Nietzsche s'évertue à nous montrer que le théâtre, dans la tragédie antique, le théâtre, c'est le moment où l'apollinien s'efface pour entrer dans le dionysiaque. D'ailleurs, comment sont nées les premières tragédies? Dans les Dionysies. C'est-à-dire, il n'y a de théâtre que s'il y a Dionysos. Et nous-mêmes, nous le savons. Moi, je le sais. Même quand j'enseigne, je fais un peu de théâtre. Je sais que si je réfléchis trop, j'enseignerai mal. Que je dois me laisser aller, je dois me laisser emporter. Je fais mon plan est là, hein, j'ai besoin de la sécurité. Mais je dois me laisser aller, comme dans un théâtre. Si je réfléchis à comment je vais jouer mal. Mais si je me laisse aller, si je n'ai plus de limites, si j'entre dans le dionysiaque, à ce moment-là, je peux vivre mes passions intensément. Je termine avec le troisième argument qui, bien entendu, j'utilise tout le temps le bien entendu, mais vraiment, il arrive de lui-même, parce que mon troisième argument, c'est Aristote dans sa poétique. Et Aristote nous dit que la tragédie sert à quelque chose. La tragédie du choléra, moi j'ajoute le choléra, sert à quelque chose. La tragédie de la peste sert à quelque chose. La tragédie du coronavirus sert à quelque chose. À quoi? À la catharsis. La puissance cathartique, elle n'opère que s'il y a dramatisation. Le tragique vient de la dramatisation de la beauté de Tadzio. Elle est exagérée. Peut-être que Tadzio est beau normalement, pas peut-être. Bon, il est beau, d'accord, mais cette beauté qui aurait pu être ordinaire, bon, elle est sacralisée en permanence par Aschenbach. Si bien que Aschenbach est nécessairement conduit à s'engager dans une voie tragique parce qu'il ne comprend pas qu'il n'y a pas de beauté extraordinaire et qu'il ne peut pas continuer à nier la réalité de ce corps s'il demeure lui-même dans l'apollinien et s'il ne va pas dans la dramatisation, dans l'intensification, c'est peut-être un barbarisme, je ne sais pas, de ses propres sentiments. Et il dira à un certain moment, lorsqu'il est en face de Tadzio, je le cite dans le texte 3, il se dira à lui-même, il te faudra pour le moins ce temps pour ta guérison. Bien sûr, le mot guérison m'intéresse beaucoup parce qu'on est dans les résonances de la maladie, on est dans la thérapie, et la guérison ne peut venir au théâtre que par la catharsis. La catharsis, c'est-à-dire lorsque je vais sortir de moi-même, comme Aschenbach à la fin, il est hors de lui, il bondit au secours de Tadzio comme le spectateur. Il était assis sur sa chaise et il va bondir de sa chaise en éprouvant deux sentiments face à Tadzio. D'une part, face à Aschenbach, pardon. D'une part, il va éprouver une immense crainte de connaître un jour la passion terrible qu'Aschenbach a connue. Moi, je vous le dis, c'est mon obsession qu'à l'âge de 70 ans, je connaisse une passion pour un éphèbe de 15 ans. C'est mon obsession depuis que j'ai lu ce livre et vu le film. Donc, il suscite chez moi un sentiment de crainte
Et il suscite chez moi aussi un sentiment de pitié parce qu'il s'en va mourir dans l'arène de la plage de Venise à la fin, devant ce on, cet anonymat qui vient ensuite le récupérer. Donc on a pitié de cet Aschenbach qui s'était costumé, qui s'était maquillé, hein, c'est intéressant ça comme au théâtre, il s'était maquillé chez le coiffeur, il pensait rajeunir et on le voit dans le film de Visconti, il s'en va et petit à petit le maquillage va dégouliner et on va avoir pitié de ce grand écrivain qui est devenu tout d'un coup le passionné, déchu, une sorte de marionnette, une sorte de fantoche. Et ce sentiment de pitié, associé au sentiment de la crainte, va provoquer chez le lecteur une catharsis. Et la catharsis, en elle-même, qu'est-ce que c'est au théâtre? La catharsis est une thérapie. Elle va me guérir, elle va me libérer de mes passions futures, de mes passions à venir, ou bien de la maladie présente, qui est le choléra à Venise ou le coronavirus aujourd'hui. Il nous faut des pièces de théâtre, il nous faut des dramatisations, il nous faut du dionysiaque pour nous en libérer.